outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, je me trouve au ministère des Outre-mer en compagnie d'Ibrahim Aboubacar, le président de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Outre-mer, qui vient de remettre un rapport important à la ministre des Outre-mer, comportant des dossiers ultra importants pour ces régions. Alors, monsieur Aboubacar, alors, parmi ces dossiers, il y a la jeunesse, il y a le vieillissement de la population, et la prise en charge de la dépendance. Ce sont des dossiers importants. D'abord, parlez-nous un peu de votre travail pour réaliser un tel rapport. Oui, c'est un travail collectif qui s'est déroulé pendant une année entière avec les députés, les sénateurs, les membres du Conseil économique et social, les administrations concernées, les collectivités locales de nos Outre-mer qui sont toutes représentées dans ce rapport et toutes les administrations qui nous ont appuyés. C'est un rapport qui se situe dans la continuité du premier rapport 2013-2014, à la fois sur les thématiques abordées, sur le suivi de ce qui a été fait, mais qui s'est également attaché à pointer les enjeux futurs que nous n'avons pas voulu oublier, notamment sur les questions de vieillissement. Voilà, d'un côté la jeunesse, de l'autre côté le vieillissement, mais qui s'est également attaché au cœur de la vie des Outre-mer. C'est pourquoi nous avons tenu à parler des cultures d'outre-mer, parce que la culture c'est la saveur de la vie, mais également à parler de cette problématique de l'habitat indigne, la politique de l'habitat qui est un des enjeux fondamentaux de nos outre-mer, compte tenu de notre démographie, des mouvements de population et de l'incidence de ces politiques du logement sur tout le reste de la vie de nos enfants et des familles outre-mer. Alors, quelle solution, quelle piste pour tous ces dossiers? Prenons le cas de la jeunesse. Bien, s'agissant de la jeunesse, nous avons abordé l'examen parce que on l'avait déjà fait l'année dernière sur les questions de l'illettrisme des jeunes et sur les questions de l'insertion de la jeunesse en termes de formation professionnelle. S'agissait de la lutte contre l'illettrisme dans les départements d'outre-mer, c'est un vrai sujet sur lequel nous devons nous employer et qui nous conduira à des remises en cause dans un certain nombre de nos pratiques, que ce soit à l'école, mais également dans toutes les collectivités locales. Il faut absolument qu'on détecte cela au plus jeune, dès les plus jeunes âges, et que l'on s'interroge sur la manière dont on accueille les enfants à l'école, sur la manière dont le système éducatif fonctionne, et notamment en termes de contenu des enseignements pédagogiques, mais également de la formation des enseignants. Mais au-delà de la question de l'illettrisme, on ne peut pas ne pas constater les soucis que nous avons en termes de décrochage scolaire. Et même s'il y a une obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans, que Madame la ministre de l'Éducation nationale tente de repousser à 18 ans, c'est que nous avons un grand souci de décrochage scolaire et de qualification des enfants à la sortie du système scolaire. Là encore, des propositions sont faites à ce niveau-là, mais au-delà de cela, c'est la continuité du système de formation qui doit être renforcé. Il ne vous a pas échappé que la loi égalité réelle a tout un titre sur le renforcement des dispositifs de formation. Donc je dirais même que la loi a entendu la CNEPEOM par anticipation. Voilà. Monsieur Serville me parlait de d'autres dossiers, l'habitat insalubre, un véritable dossier pour les gens de l'outre-mer. Là aussi, vous proposez quelques pistes, quelques solutions? Oui, beaucoup de solutions, parce que c'est un souci. Vous savez, Serge Letchimy a beaucoup travaillé là-dessus, et moi je suis particulièrement sensible à cela, tellement la situation est prégnante dans le département de Mayotte. On ne parle pas beaucoup parce qu'en tant que président, il faut parler de l'ensemble des collectivités d'outre-mer. Mais il y a des questions de responsabilité qui se posent. Parce que dans ces espaces dits d'habitat insalubre, qui sont parfois dans le cœur de nos villes, ce n'est pas, donc, quand vous allez à Cayenne ou à Mandou, c'est dans le cœur de nos villes et qui touche une grande quantité d'habitats selon des territoires. Ce sont des problèmes de santé publique, ce sont des problèmes de sécurité, ce sont des problèmes d'ordre public. Il y a d'autres conséquences liées. D'autres conséquences, et donc c'est vraiment des stratégies nouvelles à avoir, d'implication des élus locaux, voilà, pour qui ces phénomènes ne sont pas toujours faciles à appréhender, des modes opératoires qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Souvent, les opérations sont très longues, 8-10 ans, vous savez, c'est mon métier d'origine. Et souvent, les populations ne sont pas assez impliquées, voilà, et qui peuvent être d'ailleurs diverses dans ces espaces. Et donc, c'est important que dans ces territoires, voilà, en matière d'habitat, les populations soient logées dans des conditions dignes de la République. Et vraiment, j'insiste, dans des conditions dignes de la République, parfois ce n'est pas le cas.
Vous êtes député de Mayotte, alors un autre dossier que vous avez abordé, je ne sais pas s'il touche Mayotte, c'est le vieillissement de la population, un dossier qui intéresse particulièrement aujourd'hui la Guadeloupe et la Martinique. Oui, cette thématique ne touche pas du tout Mayotte parce que nous sommes dans une situation démographique à l'opposé de cela pour les 20-30 ans qui sont devant nous. Mais effectivement, l'examen attentif des différents territoires montre qu'à la fois la Guadeloupe, la Martinique sont déjà dans un souci très avancé parce que dans les 20 ans qui sont devant nous, seront les départements, parmi les départements les plus vieux de la nation, mais un département comme La Réunion entre également dans une transition à grande vitesse. Et nous n'y sommes pas préparés. Les pouvoirs publics ne sont pas préparés. Il n'y a pas de politique publique qui serait prête à cela, parce que les phénomènes sont rapides, plus rapides qu'ici en métropole. Et donc il est important de ne pas attendre le moment venu pour, dans l'urgence, mettre en place des dispositifs qui ne peuvent pas être dans ce domaine-là, la transposition de ce qui se fait en métropole. Il faut prendre en compte les dimensions culturelles, il faut prendre en compte les modes de vie, il faut prendre en compte les relations humaines, il faut prendre en compte la taille de nos territoires. Et donc c'est vraiment des dispositifs innovants. Voilà, il y a une recommandation qui parle d'innovation technologique dans cette matière-là. L'une des recommandations, il y a vraiment des innovations à avoir de manière à ce qu'on puisse donner à nos vieux, à ces vieux, la place qui est la leur et qu'ils méritent dans la société, que la société se porte bien. Madame la ministre, deux mots sur ce rapport de la Commission nationale d'évaluation des politiques et des Outre-mer qui a été remis ce matin. Un rapport comportant des dossiers ultra importants pour les régions d'Outre-mer. Oui, d'abord, c'est un rapport dense, vous l'avez dit, préparé par la CNEPEOM, présidé par Ibrahim Aboubakar, qui est député de Mayotte. Beaucoup de députés ont participé, de personnalités politiques ont participé. Gabriel Serville s'est attaché à la question de la réhabilitation de l'habitat insalubre. Donc ça, c'est un thème très important. La jeunesse, qui est un thème extrêmement important. La réhabilitation, la jeunesse, le vieillissement de la population qui est un enjeu très important qui touche d'ailleurs un des territoires aujourd'hui et qui va dans 10 ans concerner l'ensemble de nos populations. Et puis un thème qui est nouveau mais qui est essentiel, c'est la culture. La continuité culturelle que je partage moi et qui est d'ailleurs dans la loi égalité réelle outre-mer. Donc avec des propositions qui sont importantes qu'on va travailler, mais ce qu'il faut retenir sur la commission, la CNEPEOM, la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques outre-mer, c'est que ça nous permet de toujours évaluer ce que nous faisons. Évaluer ce que nous faisons, c'est de s'assurer que nos décisions, arrivent sur nos territoires, sont appliquées et correspondent à la réalité de nos territoires. La deuxième chose, c'est que ça nous permet aussi d'anticiper sur des politiques publiques à venir. Je pense que c'est majeur pour les gens, les citoyens qui ont besoin de ça. Et quand les citoyens ils voient que nos politiques publiques sont efficaces, arrivent sur le territoire, alors ça contribue à la vivacité de la démocratie. Vous parliez d'anticipation aussi après ce rapport, mais finalement il ne reste pas beaucoup de temps en fait, pour agir éventuellement concrètement. Comment est-ce que vous allez faire maintenant ? Deux choses. D'abord, l'action, elle est tout le temps. Si nous disons, après moi le déluge, alors ça veut dire que nous n'avons aucune conscience et aucun sens des responsabilités. Ce n'est pas notre cas. Nous sommes dans le combat politique, d'abord, tout le temps. Ensuite, nous sommes dans l'action politique, tout le temps. Et ce qui nous touche, ce qui nous engage, c'est la continuité de l'action. C'est la continuité de nos combats. Et ils ne s'arrêtent pas à un temps électif. Il continue au-delà de ça. Et c'est tout le sens du travail de la CNEPEOM, parce que ceux qui vont avoir à travailler demain auront à regarder ce document d'évaluation des politiques publiques.
Vous parlez un peu de la formation de la jeunesse et aussi d'un projet de mobilité de voiture à 5 ans. Comment ça va pouvoir se mettre en place concrètement? Alors, on est déjà dans... D'abord, la mesure est dans la loi. Hein. Deux, nous sommes déjà dans l'organisation de ce dispositif de proposition de retour à 5 ans. Comment? En travaillant avec l'ADOM qui doit être à partir d'aujourd'hui et donc pour un avenir proche, demain, non pas dans une approche de guichet, mais bien dans une approche de projet. C'est-à-dire que chaque personne sera accueillie dans son projet et accompagnée dans son projet. La deuxième chose, c'est que nous devons absolument travailler sur chaque territoire avec l'ensemble des forces vives, bien sûr avec les services publics de l'emploi, mais aussi avec les entreprises, avec les chambres consulaires, pour que nous puissions toujours identifier les viviers économiques qui seraient susceptibles demain d'accueillir tel ou tel jeune qui serait parti en formation d'ingénieur, de peintre en bâtiment, etc., etc. Donc il faut mettre en concordance et en cohérence les jeunes, leur formation et les besoins sur le terrain. Et faire en sorte que nous puissions faire coller les deux. Combien, on voit sur les territoires, je pense au tourisme, à la restauration, quelquefois il y a des chefs d'entreprise qui viennent nous dire mais nous on trouve pas de jeunes pour travailler dans nos restaurants. Comment c'est possible dans des territoires où nous avons un taux inacceptable de jeunes au chômage? Et nous n'acceptons pas. Donc nous sommes, dans des dispositifs législatifs, dans des démarches pragmatiques, concrètes. Et c'est ça qui fait notre détermination aux uns et aux autres. Madame la ministre, comment faire inverser la tendance de vieillissement de la population aujourd'hui, si la jeunesse s'en va toujours? Voilà une mesure très concrète. Et moi, j'ai rencontré à la Martinique, par exemple, des jeunes gens qui étaient partis en mobilité et qui sont revenus. Et donc, on a échangé avec eux pour dire qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez revenir. Il faut ce que je viens de dire, c'est-à-dire organiser le retour, proposer l'organisation de retour. Et il faut que sur chaque territoire, les collectivités locales, avec les services publics de l'emploi, avec les chambres consulaires, aient conscience de ça et elles-mêmes mettre en place des dispositifs attractifs pour que ces jeunes gens reviennent. Mais en tout cas, il y a une génération là de jeunes ultramarins, que ce soit en Martinique où je les ai rencontrés, que ce soit à La Réunion où je les ai rencontrés, à Mayotte. Il y a des jeunes gens qui sont partis, qui ont maintenant entre 30 et 40 ans, et un peu moins, 35 ans, et qui ont envie de revenir. Et ça, c'est un peu nouveau. Et ce sont des jeunes entrepreneurs pour beaucoup, donc ils vont aussi être dans une nouvelle dynamique, et c'est une nouvelle dynamique aussi pour nos territoires ultramarins. Vous voyez, tout se tient. Avec nous, Gabriel Serville, qui est député de Guyane, qui a participé, rapporteur de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État d'Outre-mer. Ce rapport qui vient d'être remis ce matin comporte un certain nombre de dossiers très importants pour les régions d'Outre-mer, entre autres la jeunesse, la culture. On parle également du vieillissement de la population. Alors, parlez-nous un petit peu de votre rôle, de votre travail pour élaborer ce rapport si important pour les régions d'Outre-mer. Alors, mon rôle précisément, ça a été de piloter la partie lutte contre l'habitat indigne, qui m'a permis d'auditionner un certain nombre d'acteurs, l'EDA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, enfin tous ces acteurs qui travaillent autour de l'habitat et de la lutte contre l'habitat indigne. Cela nous a permis de creuser un certain nombre de pistes qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a de l'habitat indigne. Mais l'objectif, c'était aussi de décliner un certain nombre de solutions, telles que un meilleur accompagnement financier des familles, telles que proposer l'augmentation de la contribution de l'État qui pourrait passer de 80 à 90%, voir comment on peut régler les problèmes de foncier, parce que également très souvent on est confronté à ces problèmes d'accès au foncier et du coût du foncier. Donc ce sont des propositions que nous avons faites, des recommandations, mais vous savez bien évidemment entre les recommandations de la CNEPEOM, les concrétisations et la mise en œuvre, il y a tout un chemin législatif qu'il va falloir accomplir pour faire aboutir ces propositions. Donc nous sommes à la première étape de la démarche, et la deuxième étape consistera à prendre notre bâton de pèlerin justement pour que dans la continuité on soit en capacité de faire valider ces différentes propositions. Globalement, quelles sont les causes de cet habitat insalubre ?
On a bien compris que souvent c'est la pauvreté, parce que les personnes qui ont un travail, les personnes qui ont des revenus normaux arrivent tant soit peu à s'héberger correctement. Et puis souvent on se rend compte qu'il y a une frange de la population qui n'arrive pas à le faire parce que ne disposant pas de ressources financières suffisantes. Et puis on sait par ailleurs que sur des territoires comme Mayotte, comme la Guyane, il y a un très fort taux d'immigration avec des gens qui arrivent sans le sou, ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes immigrées sont pauvres, mais il y a un très fort pourcentage de ces populations immigrées qui vivent des situations financières extrêmement difficiles et qui de fait se retrouvent dans des situations d'habitat précaire. Donc il y a véritablement une solidarité, j'ai presque envie de dire internationale à mettre en place, tout en sachant que parmi nos propres nationaux, parmi nos compatriotes, il y a des gens qui sont aussi dans des situations de précarité financière. Donc c'est vraiment un travail global qu'il faut pouvoir réaliser pour mieux accompagner ces populations. Est-ce qu'il y a un territoire plus ou moins touché par rapport à un autre? Alors les deux territoires les plus touchés, on l'a dit dans le rapport, bien évidemment, s'y attendait, c'est Mayotte et la Guyane. Et la Guyane qui l'est encore davantage depuis quelque temps parce que ce territoire vit une crise migratoire sans précédent parce qu'on a vu arriver 25 000 personnes environ qui n'avaient pas été comptabilisées dans les décomptes de l'INSEE, qui ne sont pas prises en considération lors de l'attribution de la dotation globale de fonctionnement de l'État en direction des collectivités territoriales que sont les communes et la CTG. Donc cela pose un vrai problème. Et donc en ce moment, nous sommes en train de discuter avec le gouvernement pour voir comment il va être en capacité de mieux accompagner les communes de Guyane pour faire en sorte que ces territoires, Guyane et Mayotte, puissent avoir les ressources nécessaires de manière à faire face à leurs obligations réglementaires et légales. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.